l'utilisation des langues nationales et de l'éducation civique dans plusieurs écoles et inspections pour s'enquérir des préparatifs de la rentrée des classes. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social CESOC. À l'ordre du jour, plusieurs sujets importants. Et puis dans ce journal, vous aurez le portrait de Madame Mariama Moussa, une femme militante engagée pour la cause des femmes et des enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de presse de l'Union des jeunes parlementaires africains. Le communiqué est ainsi libellé du 11 au 12 septembre 2014. C'est tenu au siège du Parlement marocain à Rabat. La réunion des jeunes parlementaires africains. Étaient présents à cette réunion 31 parlementaires issus de 27 pays d'Afrique en vue de mettre en place une union des jeunes parlementaires africains. Le siège de l'union est fixé à Rabat au Maroc. À l'issue de la rencontre, un bureau exécutif de l'union dont la composition assure la représentativité de l'ensemble des sous-régions du continent a été mis en place. Dans ce bureau, le président est l'honorable député Mehdi Ben Saïd du Maroc et le poste de secrétariat général est occupé par notre compatriote, l'honorable député Malam Asmana Issa. L'Union des jeunes parlementaires africains vise à créer un nouvel espace d'échange et de débat pour les jeunes élus africains, renforcer le rôle des jeunes et défendre les intérêts de la jeunesse africaine auprès des institutions nationales et internationales. Elle ambitionne de trouver des solutions novatrices aux problématiques anciennes. Cela dit, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Conseil économique et social et culturel CESOC. Une rencontre au cours de laquelle les conseillers du CESOC vont débattre de plusieurs questions. Murtala Zouberou et Jamilou Oumarou pour le compte rendu. Cette rencontre marque l'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du Conseil économique, social et culturel CESOC. Une rencontre qui se tient à un moment où les préoccupations de la nation nigérienne sont incontestablement celles liées à la campagne agro-pastorale, situation concernant laquelle le président du CESOC a appelé les politiques publiques de ce secteur à s'orienter davantage sur la nécessité d'adapter notre agriculture au changement climatique. Les pluies ont certes été relativement abondantes cette année et les attaques des ennemis des cultures rapidement circonscrites et bien maîtrisées. Certes, les services techniques de l'État et les partenaires extérieurs ont accompagné le monde agricole, rendant ainsi prometteuse la croissance des espèces végétales. Cependant, tous nos regards sont encore tournés vers le ciel dans l'espoir de précipitations meilleures. De toutes nos prières pour conjurer le sort d'une mauvaise campagne reste de mise. Moussa Moumouni Jarmokoy a par la suite évoqué la question de l'indice du développement humain UDH qui n'a cessé de tarauder l'esprit des Nigériens depuis 1990. Si notre pays, le Niger, traîne encore de l'arrière, c'est parce qu'il progresse dans divers domaines moins que les autres pays, qui, eux, enregistrent des progrès globalement positifs et surtout réguliers. C'est pourquoi le président du CESOC lance le débat sur une réflexion commune concernant ce classement dans lequel le Niger occupe de tout temps un mauvais rang. J'en appelle donc au pouvoir public et aux partenaires techniques et financiers pour qu'un forum national
sur l'IDH soit organisée afin de trouver un consensus minimum autour des enjeux primordiaux que constitue l'éducation, la santé et l'environnement notamment. Au cours de ces assises, les conseillers vont étudier plusieurs questions, notamment le comportement et les valeurs que doit observer tout citoyen dans un État dit moderne. Il sera aussi question au cours de ces 2 semaines que vont durer ces travaux de discuter et d'échanger sur les comptes rendus des missions effectuées, l'état des travaux des commissions permanentes durant l'intercession, les communications thématiques, les rapports des commissions ad hoc de travail et la révision de certaines dispositions du règlement intérieur. Je le disais dans les titres, pour s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire 2014-2015, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a effectué une visite dans différentes écoles et inspections. Objectif de cette visite est de s'enquérir des préparatifs de cette rentrée. Hervé Alalé et Issa Hassan pour le compte rendu. Vérifier l'effectivité de la mise en place des kits scolaires pour une bonne reprise des classes, c'est entre autres le leitmotiv de cette visite de la ministre en charge de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Madame Ali Mariam El Hadj Ibrahim. Une visite dans la région de Niamey, débutée au matin de ce mercredi 17 septembre et qui devait conduire la ministre dans divers centres des établissements d'enseignement primaire, des magasins, des inspections de l'enseignement primaire et des jardins d'enfants. Première étape de cette visite, les écoles primaires Foulan Kouara et Kouarategui. Ici, l'on estime que tout est fin prêt pour la réussite de cette rentrée. J'avais trouvé en tout cas 6 paillotes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes les sites, grâce à la bonne volonté du gouvernement, donc de la 7e République, les 6 paillotes ont été remplacées par les 6 classes, toutes en matériaux définitifs. Donc cette année 2014-2015, en tout cas, nous n'avons plus de paillotes. Tout est fait prêt pour assurer cette rentrée scolaire 2014-2015, parce que tout a été mis à notre disposition pour que l'année en cours soit en tout cas faite dans de très bonnes conditions. Pour les parents d'élèves, la visite de la ministre est un constat très surprenant. Nous avons toujours pensé que l'État nigérien a rendu démission par rapport à l'école. Mais c'est surprenant ce qu'on vient de vivre avec Madame la ministre. Et prêtons un peu attention à ce matériel qui est très surprenant. Ça a été offert gratuitement à l'école nigérienne par décision du président de la République, un homme très patriotique. Nous avons découvert des classes, des toutes nouvelles classes qui n'attendent que la population, c'est-à-dire les élèves. Côté syndicat, cette visite révèle d'une importance capitale, ce qui laisse en croire une entière satisfaction de l'ensemble de ces acteurs. Nous pensons que cette visite de la ministre va faire école au niveau des autres régions et départements et communes du Niger, parce que ce n'est pas à Niamey seulement que effectivement on doit voir ce qui se passe. Il faudrait que des instructions soient données pour qu'à l'intérieur du pays, dans toutes les régions, dans toutes les communes, qu'il y ait ces dispositions, que les autorités, en tout cas, prennent le pas pour aller voir ce qui est en train de se faire, pour encourager les enseignants qui sont en train de travailler, et pour que, en tout cas, cette rentrée-là puisse être une rentrée effective. Et je pense que, du point de vue de nous autres syndicats d'enseignants, nous avons fait la preuve que, effectivement, nous nous demandons que ça, qu'il y ait effectivement plus de moyens à l'école, qu'il y ait un suivi efficient, qu'il y ait en tout cas plus d'attention sur les relations partenariales entre le gouvernement et nous, pour que l'école nigérienne vraiment puisse marcher convenablement. Au terme de ce long périple ministériel, la ministre en charge de l'enseignement primaire tire un bilan globalement satisfaisant. Nous sommes très satisfaits de cette visite et au niveau des inspections, nous avons vu que les inspections que nous avons visitées sont vraiment dotées de fournitures. Et au niveau de la région de Niamey, c'est 156 tonnes de fournitures qui ont été acheminées, qui ont été distribuées au niveau des inspections
Et là, à ce niveau, nous constatons que les inspections aussi sont en train de dispatcher vers les écoles. Pour preuve, nous avons rencontré tout à l'heure la directrice des jardins d'enfants qui est venue prendre son lot. Donc l'appel que nous pouvons lancer ici, c'est vraiment un appel à une bonne gestion. L'État a mis énormément de ressources. Au niveau de l'enseignement primaire, c'est 6,487 milliards qui ont été investis pour l'acquisition de fournitures. Et ces fournitures sont destinées aux élèves et aux écoles. Le président de la République a pris l'engagement d'assurer une éducation gratuite à tous les enfants et nous voulons que ce pari soit gagné. Entreprise en prélude à la rentrée scolaire 2014-2015, fixée au 1er octobre prochain pour l'enseignement du premier degré, cette visite de la ministre en charge de l'enseignement primaire s'inscrit dans la logique du programme de la renaissance du président de la République de créer les conditions d'une année scolaire apaisée partout sur le territoire national. Vous l'avez compris, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Kassoum Issa, il est le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires. Monsieur Kassoum, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kassoum, après 3 mois de vacances, les élèves du second cycle du secondaire, les lycéens notamment, ont repris le 15 septembre passé le chemin de l'école. Faites-nous le point de cette rentrée scolaire. Merci d'abord, Dounia. Et il faut d'abord souhaiter sur votre plateau, pour une seconde fois, souhaiter une très bonne rentrée scolaire pour les élèves et leurs professeurs, leurs encadreurs et l'administration scolaire, surtout au niveau du secondaire, second cycle, donc des lycées, qui viennent de rentrer. C'est quelques 56 000 élèves et qui viennent d'effectuer leur rentrée sur un effectif de 458 015 élèves que nous attendons donc, entre le collège et les lycées. Et c'est le lieu vraiment de féliciter vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés parce que cette rentrée, je pense que nous l'avons quand même préparée avec tous nos partenaires et avec en tout cas tout l'entrain que la ministre des enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou, avait donné en tout cas à toute la dynamique que nous avons engagée au niveau de ce ministère pour déjà préparer la rentrée pendant qu'on exécutait l'année écoulée. Et c'est à ce moment que déjà nous avons essayé de préparer d'abord les infrastructures pour qu'on puisse au mieux accueillir et n'eût été même les quelques lourdeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau quand même des passations des marchés, de tout ce qu'il faut faire pour qu'on puisse disposer vraiment des salles de classe, c'est-à-dire des infrastructures appropriées. Ça prend énormément de temps et cela ne nous a pas permis d'atteindre un objectif, vraiment celui de faire en sorte que, en tout cas dans les centres urbains, notre ambition c'était de faire en sorte qu'on effectue une rentrée scolaire vraiment sans classe paillote. Mais au niveau des lycées, je pense que c'est déjà un acquis. Et aujourd'hui, toutes nos écoles sont en chantier, Dieu merci, du point de vue des infrastructures. Maintenant, au niveau des enseignants, je pense que les enseignants ont été sur place et c'est le lieu de les féliciter, de les encourager en ce début d'année. Et en même temps, les fournitures scolaires qui sont venues accompagner. Parce que déjà, nous avons lancé, et ce, devant tous les partenaires. Alors, notre ministre donc, était venu pour faire une opération de lancement de mise à disposition des fournitures scolaires sur l'ensemble du territoire national. Et ces fournitures ont été toutes acheminées. Et nous avons déjà annoncé le kit, il y a plus de 2 mois, tous les kits que les élèves devraient avoir. C'est-à-dire, au niveau des élèves de collège, de la 6e à la 5e, nous avons déjà annoncé un kit contenant 10 cahiers pour chacun des élèves de classe de 6e et 5e, un kit contenant 11 cahiers pour ceux qui concernent les élèves de la 4e, de la 3e, et un kit contenant 13 cahiers pour tous les élèves des lycées. Et ceci entendu que dans le kit, il y a un ensemble géométrique, il y a 4 bics, donc 3 bics bleus et un bic rouge. Il y a aussi les feuilles de copie qui accompagnent donc les élèves. Chaque élève a droit à un paquet de 50 feuilles de copie double. Nous avons aussi constitué des kits pour les enseignants. Chaque enseignant devrait recevoir, et actuellement tous ceux qui ont effectué la rentrée ont déjà reçu leur kit de 5 cahiers, 6 bics, et chaque classe aussi a reçu un kit
donc qui est composé vraiment de 15 boîtes de craie blanches, 7 boîtes de craie de couleur, plus un ensemble géométrique donc pour la classe, et plus l'ardoisine, des pinceaux et autres. Donc c'est pour dire que vraiment nous pensons que le gouvernement a joué sa partition par rapport en tout cas aux conditions dans lesquelles il fallait mettre vraiment les élèves et leurs enseignants pour pouvoir effectuer non seulement la rentrée, mais quand même pour pouvoir démarrer déjà les activités enseignement-apprentissage. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est assez suffisant pour avoir une bonne année scolaire? Bon, il faut dire que d'abord, nous avons parlé des infrastructures, des enseignants et aussi des fournitures scolaires, mais aussi à les manuels qui ont accompagné. Parce que nous avons déjà mis à la disposition de l'établissement 35 000 manuels de maths de 4e, 40 000 manuels de maths de 3e et 880 manuels aussi pour l'école bilingue. Et il y a d'autres manuels que nous attendons pour que toutes les disciplines, que les élèves de secondaire cette année soient dotés vraiment dans les matières, en tout cas dans les disciplines au niveau de leur série, qu'ils puissent disposer vraiment des manuels essentiels. Et cela aussi, il faut dire que le dialogue avec les partenaires. Parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre tout à la disposition de nos établissements, il faut nécessairement que les communautés s'approprient l'école. Et c'est pour cela que la ministre de l'enseignement secondaire, Mme Betty Aïchatou, nous a déjà instruit et a créé par arrêté et déjà mis en place un comité que nous appelons cadre de concertation pour l'enseignement secondaire. Ce cadre de concertation pour l'enseignement secondaire a pour objectif de rassembler tous les partenaires, parents d'élèves, syndicats, élèves donc scolaires, pour discuter des questions de l'école. Et depuis l'année dernière, nous avons eu pas mal de rencontres, non seulement pour diagnostiquer d'abord l'évolution de la mise en œuvre, l'exécution des programmes scolaires au niveau du secondaire, que ce soit au niveau du collège comme au niveau du lycée, ce qui nous a permis aussi de planifier et de programmer les examens à temps et de les évaluer. Et à chaque étape, nous invitons aussi les partenaires au sein de ce cadre-là pour discuter. Ce qui nous a permis de discuter avec eux par rapport aux résultats même du BPC avant même de les publier, ce qui nous a permis aussi de les retrouver pour préparer déjà la rentrée, pour parler de tout ce que nous avons planifié et prendre leurs suggestions par rapport à la question des affectations des enseignants, par rapport à ces fournitures. Et même lorsqu'on allait faire la mise à disposition en région, nous les avons invités. Et nous sommes retrouvés avec eux aussi tout récemment, autour du ministre de l'Emploi, donc au cabinet du Premier ministre, où nous avons discuté des revendications des syndicats, par exemple, pour déjà voir quelles sont déjà les revendications essentielles qui n'ont pas encore été satisfaites, que le gouvernement va prendre en charge, qu'au niveau de nos ministères, individuellement, nous allons prendre en charge, ou collectivement au niveau de l'ensemble des ministères en charge de l'éducation, pour voir comment les satisfaire et créer des conditions optimales d'un dialogue très apaisé pour que nous puissions maintenant préserver cette année, pas seulement effectuer la rentrée, mais pour qu'il y ait une année scolaire apaisée. Et partant, pour qu'on puisse aussi voir comment entretenir toutes ces infrastructures. Parce que imaginez que son Excellence, le président de la République, Alhaji Ousmane Mamadou, avait déjà dit que chaque année, le gouvernement de la 7e République va confectionner pour l'État du Niger 2500 salles de classe. Rien que pour l'année 2014. Dans le budget 2014, il a été octroyé, donc au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, uniquement 1858 salles de classe à faire, y compris 450 classes en R1, c'est-à-dire à hauteur. Donc ces classes, il ne suffit pas seulement de les construire, il faut aussi les entretenir. Ces fournitures et ces manuels scolaires, il ne suffit pas seulement de les avoir, il faut les entretenir. Et maintenant, ce que nous demandons, c'est qu'au-delà de ce dialogue que nous voulons vraiment poser au niveau du mouvement scolaire, au niveau vraiment de l'éducation, au niveau de l'enseignement secondaire, nous voulons que les partenaires, qu'ils puissent déjà se projeter dans la durabilité par rapport à comment chacun va jouer sa partition. Il ne suffit pas seulement de demander au gouvernement qu'on exige du gouvernement qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, mais lorsque le gouvernement le fait, alors aujourd'hui, quelle sera la partition aujourd'hui qui va être jouée par les parents d'élèves? Est-ce que c'est la partition qui sera jouée par les scolaires eux-mêmes, par les syndicats d'enseignants? Voilà aujourd'hui des questions que nous sommes en train de poser dans le cadre partenarial et nous pensons que chacun va s'assumer par rapport en tout cas à ce que sa responsabilité pour que le système éducatif, en tout cas tel que vraiment voulu par son Excellence le Président de la République, le Premier ministre Brigitte Raffini et par la ministre et tous nos ministres en charge de l'éducation et tous les partenaires étaient que voulus par les enseignants et nous supposons par les citoyens dans leur ensemble. Voilà, merci M. Kassoum. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires. Je vous invite à rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Donc, nous avons
Un communiqué de presse de Rasconi. Rasconi, c'est le réseau des associations de consommateurs du Niger. Le Rasconi qui appelle donc les consommateurs à se mobiliser autour de la candidature de Mme Mariama Moussa, donc candidate du Niger au prix Women for Change. Le communiqué est ainsi libellé du 15 septembre au 15 octobre 2014. Le grand public participera à l'élection de la Women for Change grâce à un vote par Internet. La lauréate sera récompensée d'un prix de 16 millions de francs CFA, soit 25 000 euros. Créé en 2005 par la formation Orange et le Women's Forum for the Economy and Society en partenariat avec le magazine Marie-Claire, ce prix vise à récompenser des projets humanitaires initiés par des femmes leaders africaines. Cette année, une Nigérienne figure sur la liste des 5 femmes en compétition. Il s'agit de Madame Mariama Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales SOS FEV. Ne s'agit-il pas pour les Nigériens d'une fierté nationale en se mobilisant massivement pour voter notre compatriote? C'est pourquoi le réseau des associations des consommateurs du Niger, Rasconi, lance un appel à tous les consommateurs et à tous les amis du Niger à voter dès à présent Madame Mariama Moussa, candidate préférée des Nigériens. Pour voter, il suffit de se rendre sur le site www.fondationnoorange.com, cliquez sur Madame Mariama Moussa, puis insérez votre mail et appuyez sur « Je valide ». Rendez-vous ensuite le 16 octobre sur le site pour connaître la championne élue par le jury. En votant, vous contribuez ainsi à faire gagner une vraie militante. La suite de ce journal ouverture ce matin au stade général Séni Kountié de Niamey d'une formation à l'intention des cadres du ministère des enseignements secondaires, une formation qui vise à fournir aux cadres concernés une capacité systématique et rigoureuse de gestion axée sur les résultats. Hima Seydou et Ibrahim Idé pour le compte rendu. Cette formation, initiée par le ministère des Enseignements secondaires à l'intention des cadres du dit ministère, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces agents et vise à fournir aux cadres concernés une capacité systématique et rigoureuse de gestion axée sur les résultats afin de faciliter la mise en œuvre réussie des activités du dit ministère. Le secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires a rappelé les énormes efforts fournis par les autorités de la 7e République pour le rayonnement de l'enseignement au Niger. Il a par la suite exhorté les participants à accorder plus d'intérêt à cette formation. Le souci partagé par l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays a acquis droit de cité dans tous les projets et programmes de développement de l'éducation dans notre pays. Désormais, plus qu'hier encore, nous pouvons oser espérer constater de façon irréversible le changement dans toutes les entreprises de notre ministère qui répondra par l'approche gare. Comme vous le savez, notre attente est légitime au sortir de cette session qui durera 3 jours afin de parfaire la réalisation de la politique du gouvernement en matière des enseignements secondaires. Les participants saluent cette initiative du ministère des Enseignements secondaires. Le Niger d'aujourd'hui a besoin d'une administration efficace et efficiente. Et quand on sait que les objectifs des autorités au rang desquels le président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre Brigitte Raffini ont donné des cadrages bien précis pour le développement et un développement durable qui ne peut être atteint sans cette administration efficace. Et pour qu'elle le soit, il faut qu'il y ait des cadres efficaces, des cadres compétents qui vont
mettre leurs compétences à profit pour pouvoir exécuter les différents programmes, exécuter les différentes activités. Et c'est dans ce cadre-là, que nous sommes en train, au ministère des Enseignements secondaires, de renforcer les capacités de nos cadres afin que nous puissions mettre en œuvre le programme de la Renaissance dans les meilleures conditions. 3 jours durant, ces cadres du ministère des Enseignements secondaires seront outillés afin de redonner une image de marque et une crédibilité sans faille à l'enseignement secondaire au Niger. Éducation, toujours l'école supérieure des télécommunications, EST, et l'université privée de Sousse ont animé une conférence publique. Objectif, faire le point sur le partenariat entre ces deux écoles. L'école supérieure des télécommunications EST Niger et l'université privée de Sousse de la Tunisie, IPS, ont signé un partenariat en 2012 dans le cadre de la formation continue des étudiants. Cette conférence présentation a été donc initiée ce mercredi 17 septembre 2014 par les deux responsables de ces écoles pour faire le tas de ces partenariats 2 ans après sa signature et engager en même temps des perspectives d'avenir. En effet, cette année, ces deux établissements comptent intégrer le système LMD dans leur programme pour une formation réussie de haut niveau. À l'issue d'un certain nombre d'échanges, nous avons identifié les différents cœurs de métier. Les différents cœurs de métier, il y a ce que nous savons faire ici au Niger. Et il y a nécessairement des métiers vers lesquels nous devrons nous orienter vers les précurseurs. La Tunisie étant un précurseur, et nous avons identifié leurs réformes. Et parmi ces réformes, nous avons identifié la réforme du système LMD. Et dans cette réforme, nous avons identifié 2 types de licences. La licence appliquée en réseau informatique, qui a une prédominance dans le domaine d'éthique et télécom, et une licence fondamentale en sciences de l'information qui a également cette prédominance, mais qui donne des ouvertures pour ceux des étudiants qui voudront bien s'orienter vers la formation de master, d'ingénieur ou doctoral même. Donc c'est ce que nous avons présenté aux étudiants. Vous avez remarqué l'intérêt de ces étudiants et j'étais agréablement surpris de toutes ces questions et de ces étudiants. Et parce qu'ils savent aujourd'hui l'intérêt d'éthique et télécom. Donc nous ne pouvons que les accompagner dans ce sens-là. Un partenariat très bénéfique pour les deux écoles et les deux peuples, selon le recteur de l'université privée de Sousse. On est là après la visite de notre président pour renforcer notre activité, pour initier les premières étapes de la réforme LMD avec l'IST. Et on a décidé de démarrer cette année avec des licences LARI et LFSI. Et je suis sûr que les étudiants sont là pour comprendre. Je pense qu'on a passé le message. Absolument, on est là. On va offrir des prix concurrentiels en groupe. On va essayer de faire le maximum possible. On va faire l'accueil en Tunisie. On va assurer l'hébergement. On va faciliter toutes les choses qu'on peut faire là-bas. Absolument, c'est un bon coopérant. Très intéressant pour nous. Et à l'occasion, je veux remercier monsieur le DG, monsieur Ali El Kassoum, pour son vraiment engagement d'accélérer et renforcer notre coopération avec l'IST. En 3 ans seulement de création, l'école supérieure des télécommunications est devenue un pôle d'excellence sous-régional, grâce au dynamisme d'une administration ambitieuse et rompue à la tâche. D'abord, c'est le cadre juridique. Et je dois remercier les autorités de la 7e République d'avoir pensé à la création de l'école supérieure des télécommunications. L'EST a une histoire, c'est l'ancien Centre national d'instruction des postes et télécommunications. Ça veut dire qu'il y a déjà un background qui a permis de faire tout cela. L'EST aussi, ce sont tous les acteurs des TIC et télécoms, les opérateurs des télécoms. L'EST, c'est ce vivier de partenaires de l'Union internationale des télécommunications, de l'Union africaine des postes et télécommunications et également tous les autres acteurs, les consommateurs et les étudiants. Donc en 3 ans, nous avons su identifier ces différents axes. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai présenté le plan de développement stratégique de l'école supérieure des télécommunications. C'est vrai, notre pays a accusé un retard dans certains domaines et nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, comme on le dit, pour aller vers les précurseurs
et leur permettre de nous assurer les transferts de compétences. Et je crois qu'à l'issue de ces 3 années, nous sommes en train de réussir. Vous avez remarqué, lors de nos premiers tests d'entrée, nous avons évolué graduellement. Nous étions partis de 60, aujourd'hui jusqu'à 600 candidats. Aujourd'hui, dans la salle, vous avez remarqué le nombre d'étudiants qui sont venus pour écouter et s'intéresser à ce secteur. Puisque le secteur est viable, pourquoi ne pas donner la chance aux Nigériens d'aller dans ces métiers? L'EST est un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique créé en 2011 par les autorités de la 7e République. Elle a formé et mis sur le marché de l'emploi 3715 cadres. Elle emploie 25 agents permanents, dont 15 enseignants. Une soixantaine de dossiers de jeunes étudiants nigériens vont être examinés en vue d'accéder à l'université privée de Sousse IPS à travers le canal de l'École supérieure de télécommunications EST Niger. Autre aspect de ce journal, rencontre ce matin dans la salle de réunion de la Direction générale de l'État civil entre le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses et les secrétaires généraux des ministères sectoriels sur les transferts des compétences. Le résumé avec la télévision Dunia. Par le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses. Cette rencontre qui regroupe les secrétaires généraux des ministères sectoriels, à savoir la santé, l'éducation, l'environnement et l'hydraulique, a pour but de préciser les orientations du gouvernement de la République du Niger dans le cadre de l'opérationnalisation du transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Dans cette perspective, notre département ministériel a créé un comité technique en charge du transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales par arrêté numéro 101 du 14 février 2013. Ce comité, qui est un organe consultatif, regroupe en son sein les représentants de l'administration publique, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation adoptée par le gouvernement. Aussi me plaît-il de rappeler que la mission du comité est de faciliter la conduite du processus de transfert de compétences à travers la recherche d'une synergie d'intervention de tous les acteurs dans la réflexion, l'élaboration, l'exécution, le suivi, évaluation, ainsi que la préparation de tous les dossiers relatifs au processus. C'est dans ce cadre que plusieurs activités ont été menées par notre département ministériel en rapport avec d'autres structures concernées de 2011 à 2013. Afin d'atteindre l'objectif qui est de parvenir à un transfert de compétences effectif d'ici la fin de l'année, une feuille de route 2014 est établie et prévoit la mise en place des cellules sectorielles chargées des transferts de compétences et des ressources au niveau de chaque ministère. Le séminaire d'information sensibilisation des membres de toutes les cellules sectorielles, l'organisation des ateliers sectoriels de travail sur le plan de transfert avec chacun des ministères sectoriels, la préparation de projets de décrets de transfert des compétences, des ressources et de leur rapport de présentation. Ouverture ce matin à l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères d'un atelier de formation des membres de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Un atelier de 2 jours qui vise à donner les fondements du processus du MAEP aux membres du mécanisme afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. Isidore Banaba et Sambozamo pour le compte-rendu. L'atelier de formation déclenche le processus de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, composé de parlementaires, des acteurs de la société civile et des agents du pouvoir judiciaire. Les membres de la Commission nationale seront formés sur le MAEP, dont la vision globale est de promouvoir la bonne gouvernance,
dans les pays membres afin d'assurer un développement socio-économique harmonisé. Le MAEP a pour mission de s'assurer que les politiques et les pratiques des États participants sont conformes aux valeurs, principes, codes et normes garantis par la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises. Cet instrument d'auto-évaluation mutuellement accepté a pour épicentre la diffusion des meilleures pratiques et la rectification des déficiences sous-jacentes en matière de processus de gouvernance et de développement socio-économique dans les États membres de l'Union africaine. Ces cadres visent également à encourager un leadership responsable et à renforcer les capacités dans ce domaine par un processus d'auto-évaluation, un dialogue constructif entre pairs et le partage d'informations et d'expériences communes en vue de renforcer les pratiques réussies et exemplaires entre pays africains. Avec une Afrique confrontée à des défis qui ont pour nom corruption, mauvaise gestion économique et conflits sociaux, la mission du MAEP devient délicate, d'où la nécessité de mieux outiller les acteurs. D'acquérir les rudiments sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. D'autant plus également que vous serez les pionniers de la mise en œuvre de ce mécanisme. Vous allez faire la formation, vous allez diligenter également des études que vous allez approuver. Et donc c'est muni de ces rudiments que vous allez le faire. Avant même que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs ne soit effectivement mis en œuvre, les partenaires se félicitent du processus actuel. C'est le lieu d'adresser nos vives félicitations à l'ensemble des acteurs qui ont compris que le développement et l'ancrage démocratique du Niger passent par l'amélioration de ses performances en matière de gouvernance. Le mérite revient avant tout à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, qui volontairement a décidé de soumettre son pays à l'exercice de l'évaluation du processus du MAEP. L'acte d'adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été signé en juillet 2012 par le président Issoufou Mahamadou à Addis Abeba et devrait permettre aux dirigeants des pays membres de s'auto-corriger en matière de gouvernance. Et cet atelier de formation consiste à donner aux membres de la Commission nationale les fondements du processus du MAEP afin que ceux-ci puissent mener à bien leur mission. C'est donc en juillet 2012 que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a signé à Addis Abeba, en Éthiopie, le texte d'adhésion du Niger au MAEP. En quoi consiste ce mécanisme? Élément de réponse dans ce commentaire signé Omar Hama. Rappelons que c'est en juillet 2012 que le président Issoufou Mahamadou a signé à Addis Abeba en Éthiopie le texte d'adhésion du Niger au MAEP. Mécanisme africain d'évaluation paritaire. C'est un mécanisme qui oblige chaque État à soumettre sa gouvernance au crible de la critique des pairs chefs d'État de l'Union africaine. L'objectif de ce mécanisme est celui de soumettre à un exercice contraignant afin d'améliorer la gouvernance des États membres de l'Union africaine. Cet organisme, sous la coupe du NEPAD, a la latitude de contrôler la gouvernance qui est mise en œuvre au Niger. Par exemple, la démocratie et la bonne gouvernance politique par la promotion de l'état de droit et la lutte contre la corruption. La gouvernance économique et la bonne gestion des affaires publiques à travers la mise en œuvre de politiques économiques transparentes et la saine gestion des finances publiques. La gouvernance des entreprises à travers la création d'un cadre approprié et d'un environnement favorable pour les activités économiques. Enfin, le développement socio-économique par l'adoption de mesures hardies permettant l'accès des populations aux services sociaux de base. Les objectifs du MAEP cadrent parfaitement avec les objectifs que nous poursuivons pour le bien-être de nos populations, avait déclaré le président Issoufou Mahamadou devant ses pairs à Addis Abeba. Le président de la République a accepté de soumettre son pays à cette évaluation qui participe du développement de notre continent africain. Le président Issoufou en personne rendra compte de sa gouvernance devant ses pairs. En acceptant d'adhérer au MAEP, le président du Niger réaffirme son engagement à mettre en œuvre au Niger une gouvernance moderne et conforme aux critiques définies par l'Union africaine. Le MAEP est un instrument de grande importance. Important puisqu'il vise la promotion de politiques, normes et pratiques en vue d'assurer une stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée.
C'est pourquoi, en procédant à la signature de ce document, le premier magistrat du Niger avait affirmé « Je mesure notre imminente responsabilité à soumettre volontairement et librement nos politiques publiques à une auto-évaluation nécessaire et à l'appréciation des pairs. C'est une grande responsabilité que prend le Niger en adhérant au MAYEP, le mécanisme africain d'évaluation paritaire. » Un mot politique dans ce journal. Plusieurs militants des partis de l'opposition de la commune de Droum ont fait défection pour allier le PNDS Tarea. À cet effet, un grand meeting a été organisé. Moussa Adamou Garba nous fait le compte-rendu. Ce meeting qui a drainé plusieurs centaines d'individus revêt un double caractère. D'une part, il s'agit pour les populations de la commune de Droum à soutenir officiellement et solennellement le programme de renaissance du président de la République, et de l'autre, accueillir les nouveaux militants qui viennent d'adhérer au PNDS Tarea. Ces derniers étaient à l'opposition. C'est au vu des multiples réalisations dont a bénéficié le département de Myria en général et la commune de Droum en particulier que ces populations ont décidé d'accompagner et de soutenir le programme de renaissance du président de la République. Vu les grandes ambitions que le président de la République a pour le Niger en général, la région de Zender et la commune rurale de Droum en particulier, à travers le programme de la renaissance du Niger. Vu la volonté de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, à rassembler toutes les forces politiques à travers la formation du gouvernement d'union nationale pour une démocratie sereine et un développement durable. Vu les élans nationalistes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tarea, et ses dirigeants, vu les nombreuses actions de développement réalisées au profit des populations de la commune rurale de Droum dans tous les domaines, considérant l'amélioration des conditions de vie à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui assure plus de produits alimentaires pour tous. Militants du PNDS Tarea, sympathisants et les anciens militants des partis de l'opposition, CDS Rama, MNSD Nassara et Modern FA Lumana, ayant récemment adhéré au PNDS Tarea, décidons d'apporter un soutien indéfectible et total au président de la République, Elhadji Issoufou Mahamadou. Il faut préciser que tous ces mouvements d'adhésion et de soutien dans le département de Myria sont à l'actif des grands ténors du PNDS Tarea au titre du département de Myria, notamment l'honorable député Chouda. Ce dernier a toujours su être aux côtés des populations rurales en les assistant de la lutte contre l'insuffisance alimentaire, la pauvreté et l'oisivité des jeunes. Ce meeting a pris fin avec plusieurs interventions des nouveaux adhérents, justifiant le motif de leur adhésion. An kama mu abinci mai rahusa mu muka saida a wancan lokaci kuma mun saida a wannan lokaci na wannan lokaci mun gane yahi yawa. Jama'a assalamu alaikum, an ce mu bunkasa noma da kiwo. Wai Droum ta samu tractor, wai tractor kina ruwa aka yi hado daga sama. Yo a baya babu gwamnati. Don kuwa haka manoman kasar Droum kaf mai kwashe taki da amalanke a aikin da zai a kwana 10 ya yi shi a sau 2. Abincin da za ka yi san amalanke 10 ka kashi a sau 1. Jama'a, fi sabilillahi an aikin ake bi. Na ya kamata duk mu tafi don mu bada hannunmu cewar iko ya tafi lamun lahiya. Tarayya ya kamata mu tafi. En effet, si la tendance de ce mouvement se maintient, le département de Myria sera complètement acquis au PNDS Tarea. Lancement ce matin à la place Toumont de Niamey de la première édition de la foire artisanale inclusive handicapée. Une foire qui vise à montrer au public les produits fabriqués par les personnes en situation de handicap. Compte rendu Hima Seibou et Ibrahim Ide. Cette foire artisanale inclusive, inter-arrondissement des personnes en situation de handicap,
qui est à sa première édition, vise à exposer et à montrer au public le savoir-faire des personnes handicapées à travers ses différents produits. Le représentant de l'ONG Handicap International a salué cette initiative des personnes handicapées et a réaffirmé leur soutien à les accompagner dans ce processus qui tend vers l'autonomisation des personnes handicapées. Le projet de développement local inclusif qui a pour cheville ouvrière la défense et la promotion des droits des personnes handicapées a souhaité financer cette foire inclusive portée par la ville de Niamey et déléguée à l'arrondissement communal 3 pour permettre à ce que la population nigérienne en général et les personnes handicapées en particulier puissent montrer leurs talents et qu'à travers ces talents, qu'une autonomisation des personnes handicapées puisse se réaliser. Dans l'ère qui nous échoit, nous sommes obligés de rappeler tout le monde et toutes les personnes handicapées à plus d'ardeur dans les activités artisanales pour qu'elles deviennent autonomes et qu'elles participent au développement du Niger en général et qu'elles soient des personnes actives dans tous les secteurs de la vie. Procédant au lancement officiel de cette foire, le premier vice-maire de l'arrondissement communal Niamey 3 a évoqué la situation combien préoccupante des personnes handicapées à laquelle les autorités actuelles accordent un intérêt particulier. Il a par la suite énuméré quelques actions entreprises par l'arrondissement communal Niamey 3 au profit des personnes handicapées avant de se pencher sur cette foire objet de la présente cérémonie. Malgré l'excellente qualité des produits artisanaux fabriqués par ces vaillants artisans, force est de constater qu'ils sont toujours confrontés à un problème d'écoulement des articles mis en vente par nos concitoyens en situation de handicap. C'est pourquoi la foire qui nous réunit en ce moment trouve sa signification, car elle permettra de lever le voile sur le génie créateur des personnes handicapées, d'apprécier la qualité des produits artisanaux et de favoriser leur écoulement sur le marché. Cette initiative noble des personnes en situation de handicap qui, malgré leur handicap, ont décidé de ne pas tendre la main et de travailler à la sueur de leur front pour gagner leur vie doit être encouragée et soutenue par les différents partenaires. Vraie militante pour faire avancer les droits des femmes et des enfants au Niger, Mariama Moussa dirige depuis 16 ans l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales. Femme engagée, Mme Kabir Mariama Moussa est mise à l'honneur avec le prix Women for Change créé par la Fondation Orange et le Women's Forum. Une manière de valoriser les actions menées par cette femme. Son portrait est signé ici Rachida Altine. Très bonne réception et au revoir. Calme, sereine, humble, ouverte et très accueillante, Mariama Moussa est l'une des figures emblématiques de la défense des droits des femmes et des enfants au Niger. À 45 ans, elle dirige l'une des plus anciennes ONG militant pour la promotion et le respect des droits des femmes et des enfants. L'action dynamique et efficace de cette femme infatigable se manifeste à travers une ONG dénommée ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales. Après l'obtention du baccalauréat série A4 en juin 1992, Mariam Moussa obtient son diplôme d'état de technicienne supérieure de l'action sociale à l'INSP de Niamey en 1996. Elle occupe le poste d'assistante sociale au service du tribunal régional de Niamey du 1er octobre 1996 au 30 juin 1997. Ce premier poste offre à Mariam Moussa la grande expérience qui lui a permis de mûrir son engagement pour la défense des droits des femmes et des enfants. Usant de son expérience personnelle, Mariam Moussa crée son ONG le 19 novembre 1998. Moi-même, j'ai été victime de violences au sein de mon foyer. Donc, l'idée de la création de cette ONG était partie de mes expériences vécues au foyer. Je me suis dit, bon, je ne suis pas la seule dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et j'étais en 3e année à l'École nationale de santé publique, section Astana sociale, quand j'avais choisi comme thème de mémoire violence conjugale en milieu urbain. Donc c'était parti de mon vécu personnel. Et ce que j'ai constaté lors de mes différents stages au niveau des services sociaux de justice, il y avait des femmes qui venaient se plaindre parce qu'elles ont été victimes de violences. Et quand elles viennent, le juge me les oriente au niveau du service social parce que je faisais mes stages d'astana social. Bon, le phénomène m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, écoutez, je vais choisir comme thème de mémoire violence conjugale en milieu urbain. Et Dieu merci, j'avais fait ma soutenance sur ce thème. Au début, les gens se disaient, bon, qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, cette dame-là? Parce que moi-même, je cachais vraiment la violence subie au sein de mon foyer. Comme toute autre femme. Parce que Dieu seul sait le nombre de femmes victimes de violences au Niger. Elles sont nombreuses, les femmes qui sont victimes de violences. C'était vraiment un sujet tabou à l'époque. Un an après, j'avais commencé à mûrir la réflexion de créer cette ONG-là. Après avoir consulté mes proches, mes amis, les gens avec lesquels je m'entendais bien à l'école, même mes